d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde d'à peu près, un podcast qui vous est proposé par Artemus pour que l'information devienne connaissance. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels et c'est important, merci de commenter, partager, liker et même de vous abonner. À la présentation, Nicolas, accompagné par Lamine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois un Belge, oui parce qu'il est belge à la base, même s'il est encavané depuis plus de 20 ans au Québec, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à tous les deux et très heureux de vous retrouver pour une deuxième expérience. Espérons qu'elle soit concluante. Oui. Alors brièvement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, parce que vous avez un cursus assez conséquent, Jean-Jacques, vous êtes formateur, conférencier, consultant, auteur, scénariste, enfin plein de choses de ce genre-là, avec des domaines d'activité multiples, mais on pourrait résumer ça à l'étude des relations humaines avec une volonté d'accomplissement chez l'être humain. Vaste programme. C'est pas mal résumé, effectivement, parce que je commence à avoir un CV qui est assez long, étant donné que je suis de plus en plus âgé. Voilà. C'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas nous. Alors Jean-Jacques, quel est votre état d'esprit, là, sachant qu'on est maintenant en été 2025 ? Quelle est votre température, comme on dit dans Libérer l'info, émission où vous êtes tous les mois en compagnie de Chloé Framery, Amélie Paul et Salim Laïbi. Donc, quelle est votre température en cet été de l'an de grâce 2025 ? Alors, ma température, c'est que d'abord, je suis, étonné que les choses aient duré aussi longtemps et continuent à durer, parce que quand je me suis engagé à dénoncer cette arnaque que j'avais repérée dès le départ de la crise Covid en février 2020, je m'étais dit, ça va être comme la grippe H1N1 où je m'étais déjà battu contre cette imposture. Et je m'étais dit, j'en ai pour 3-4 mois à laisser de côté mon activité professionnelle pour dénoncer cela. Je me rends compte que 5 ans plus tard, on n'a toujours pas terminé avec cette histoire. Et je dirais, ma température à moi, c'est que je suis de plus en plus tourné maintenant vers la recherche de solutions qui permettent aux individus et aux collectivités de retrouver une certaine forme de souveraineté, parce que je me rends compte que les forces qui sont en présence et les gens contre lesquels nous nous battons ont de tels moyens qu'on ne peut pas lutter contre eux de façon directe, on ne peut que miner leurs entreprises de façon indirecte et espérer aussi qu'ils s'entretuent entre eux. Je dirais que le conflit récent entre Elon Musk et Donald Trump me fait espérer le fait qu'à un moment donné, peut-être tous ces psychopathes milliardaires vont s'entretuer et vont s'effondrer eux-mêmes. Comme le dit Ariane Billeran, tout régime totalitaire finit par la destruction totale de la population ou l'autodestruction du régime. Et j'espère que nous allons plutôt vivre la deuxième solution, c'est-à-dire l'autodestruction de ceux qui veulent mettre en place le totalitarisme. Mais ça peut prendre du temps encore, c'est encore pas ça. Ça peut encore durer. Oui, la preuve en est d'ailleurs, ça correspond à ce que vous dites, dans le sens où je pensais que ça allait durer, que c'était passager, que ça dure depuis 5 ans déjà. Donc on a vu, l'histoire nous montre que ça peut durer et qu'ils peuvent tirer sur le fil longtemps, avant qu'il se passe réellement un effondrement concret, quelque chose de visible. Oui, si on regarde ce qui s'est passé avec l'ex-URSS, ça a commencé en 1917 et ça s'est terminé en 1991. Donc, ça veut dire 74 ans pour l'effondrement d'un régime totalitaire. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Chine aussi et tout. Donc, oui, effectivement, je ne suis pas nécessairement très optimiste. Mais je dirais ce qui m'inquiète le plus, c'est que beaucoup de personnes ont baissé la garde et se disent « ça y est, la crise est passée, on va retourner à la vie comme avant », alors qu'en réalité, je vois arriver à grands pas
la monnaie numérique en Europe, l'identité numérique et un certain nombre de choses qui ne me paraissent pas de bon augure. Voilà. Donc, ce qui m'inquiète, moi, c'est le fait que beaucoup de gens, par lassitude ou peut-être par ignorance, se disent bon, ça y est, c'est gagné, c'est passé, on va plus nous emmerder pendant quelques années. Et c'est à ce moment-là que peut-être les mauvaises surprises risquent de nous tomber dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est valable un peu dans tous les milieux, Oui. puisque même dans ce qu'on appelle la dissidence, avec des gros guillemets, les gens, on voit qu'ils ont un peu décroché et qu'ils ont retrouvé une vie dite normale. Oui. Donc c'est très global, cette impression de ralentissement dans une forme de combat, finalement. Ça concerne beaucoup de milieux. Oui, et je dirais que si on veut parler juste de la dissidence, ce dont je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de dissidents se sont improvisés pour la première fois lanceurs d'alerte dans le courant de l'année 2020. Bon, j'ai été parmi les premiers parce que j'avais pas mal d'années d'expérience ou pas mal de décennies d'expérience d'observation des mouvements d'ingénierie sociale et de manipulation des masses. Mais beaucoup de ces personnes-là n'ont pas fait métier d'être lanceurs d'alerte. Donc, en fait, ils ont abandonné ou ils ont délaissé leur activité professionnelle qui leur permettait de vivre. Et à un moment donné, j'ai vu ça au Québec de façon très claire, beaucoup d'entre eux, pour des raisons économiques, ont été obligés de laisser tomber la posture de lanceur d'alerte pour aller de nouveau gagner leur vie, pour payer leur loyer, tout simplement. Alors, il y en a quelques-uns qui s'en sortent maintenant parce qu'ils ont décidé d'en faire un métier. Je pense à Jean-Dominique Michel, je pense à Idriss Aberkan, je pense aux équipes de Toxin, de Géopolitique Profonde, etc., qui commencent à être capables de vivre grâce aux dons de leurs auditeurs. Et ça, je trouve que c'est un bon signe en même temps, parce que on a eu l'habitude d'avoir des médias mainstream qui étaient sous perfusion permanente avec nos impôts et qui n'ont plus aucune crédibilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'on nous ponctionne beaucoup d'impôts, il y a encore des milliers de personnes qui contribuent chaque mois très modestement à faire vivre les médias qu'ils ont choisis. Et ça, je dirais que ça, c'est un bon signe pour moi. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus que quelques lanceurs d'alerte qui peuvent se permettre effectivement de consacrer un temps plein à la réinformation du public. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un essoufflement parce que justement les gens pensent que ça a changé et puis qu'entre guillemets le combat est gagné. J'en viens à dire ça parce que il y a quelque chose qui paraît paradoxal, c'est que par exemple vous êtes intéressé de près, vous avez reçu d'ailleurs dernièrement Philippe Guillemont, oui, qui lui a cette théorie que j'aime assez d'ailleurs sur le futur qui est déjà fait et donc où on a déjà gagné selon lui. Et la question, en fait, c'est que le paradoxe, sachant qu'on a déjà gagné, on n'a pas besoin d'y aller, en fait. On n'a besoin de rien faire puisqu'on a déjà gagné. Donc, il n'y a pas un piège là-dedans. Comment ça se passe? Comment on peut interpréter tout ça? Parce que ce que dit Philippe Guillemont est très intéressant, mais si on le prend au pied de la lettre, on ne fait rien. Donc, où c'est qu'on se positionne avec ça? C'est ça, et pour ajouter même à ce qui est dit, il y a même peut-être quelque chose de dangereux dans cette pensée-là, puisque Philippe Guillemont va jusqu'à dire que la conscience crée la réalité, en fait. Et là, on tombe dans une doctrine qui est limite New Age, en fait. C'est-à-dire qu'on va être responsable de son futur et on va être responsable de sa propre spiritualité. Et en fait, on confond la science et la spiritualité, qui sont pour moi deux domaines séparés, mais qui se rejoignent à un moment ou à un autre. Et je vais vous laisser déjà discuter de ça. Et puis, on va continuer en parlant d'une pensée que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui pourrait être intéressant à prendre en compte dans cette discussion. Alors, effectivement, vous faites allusion à Philippe Guillemont, que je connais personnellement, que j'apprécie en tant que personne, effectivement. Et je suis moi-même physicien, en tout cas, non. Ce que je peux dire, honnêtement, c'est que j'ai une formation en physique quantique théorique. Donc j'ai un diplôme de maîtrise en physique. J'avais commencé un doctorat en physique quantique que j'ai abandonné puisque à un moment donné j'ai rencontré, en tout cas j'ai croisé la route d'Edgar Morin, grand penseur contemporain qui est encore vivant. Il va fêter son 104e anniversaire dans moins d'un mois, en juillet 2025. Il est né en juillet en 1921. Et ce qui m'émerveille, c'est que Edgar Morin continue à écrire des livres chaque année,
a 103 ans. Il répond à quelques interviews. Il a participé, je crois, à un congrès organisé par Planète Quantique, si mes souvenirs sont bons, enfin, peu importe. Et c'est Edgar Morin qui m'a fait découvrir l'importance de la transdisciplinarité pour comprendre le réel. Et c'est grâce, je dirais, ou à cause d'Edgar Morin que j'ai donné ma démission dans les semaines qui ont suivi ma rencontre avec lui. Alors, donc, je ne suis pas physicien parce que je n'ai jamais travaillé comme physicien, alors que Philippe Guimand, lui, a passé sa vie quasiment dans les laboratoires à mettre au point un certain nombre de choses. Mais il est vrai que parfois, je trouve qu'on a trop tendance à faire dire à la physique quantique des choses qui ne sont pas de son domaine, qui ne sont pas de son champ de pertinence et de compétence. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la physique quantique s'intéresse, et s'est toujours intéressée, c'est comme ça qu'elle est née en 1900 avec Max Planck et 1905 avec le coup de pouce d'Einstein. La physique quantique s'intéresse au comportement du réel dans l'infiniment petit. Donc, on arrive à une définition un peu de la physique quantique. C'est ce que vous venez de dire là, c'est ça, oui, votre définition à vous? C'est ça. C'est en fait, c'est parti de l'interrogation de oui, mais qu'est-ce que le réel finalement quand on descend de plus en plus profondément dans la matière, quand on va dans l'infiniment petit, quelle est la nature du réel? Et la question a d'abord été posée à propos de la nature de la lumière, dont on disait avec une certitude quasiment absolue jusqu'en 1900 et quelques poussières, la lumière est une onde électromagnétique. On avait fait suffisamment d'expériences pour prouver que la lumière se comportait comme une onde. Et puis, il y avait une ou deux expériences qui ne rentraient pas dans la théorie communément admise où la lumière là ne se comportait pas comme une onde, mais on se demandait mais comment faire rentrer cela dans notre conception de la lumière. Bon, et finalement, on s'est rendu compte que en fonction des circonstances, en fonction du dispositif expérimental, la lumière pouvait parfois se manifester comme une onde, parfois elle pouvait se manifester comme des corpuscules, c'est-à-dire ces petits corps sans masse qu'on a finalement appelés les photons. Les photons, c'est un terme que Einstein a inventé. Et par la suite, il y a un physicien français qui s'appelait Louis de Broglie, qui était comte de son état, qui a fait l'expérience inverse en disant oui, mais les électrons, alors, est-ce que vraiment on a la certitude que ce sont des corpuscules? Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fonction du dispositif expérimental, les électrons pouvaient parfois se comporter comme des corpuscules, parfois comme une onde. Bien. Et ce que j'ai appris dans les années 80, puisque j'ai fait mes études entre 79 et 83, on m'avait dit la physique quantique ne s'applique que dans le domaine de l'infiniment petit, et les phénomènes de résonance ou les phénomènes de cohérence quantique ne se manifestent que dans le proche du zéro absolu, c'est-à-dire entre moins 274 et moins 270 degrés centigrades. Alors, il se fait quand même que depuis lors, il y a eu des travaux de recherche qui ont été faits dans le domaine de la biologie quantique, mais ça c'est depuis les années 80-90, entre autres des chercheurs comme Fritz Albert Popp, qui ont démontré que dans le vivant, il y a des phénomènes typiquement quantiques qui se manifestent et qui peuvent être observés. Mais de là à conclure la conscience crée la réalité, et ça dérive simplement du fait qu'on s'est rendu compte que c'est le dispositif expérimental qui va faire en sorte que la lumière se comporte comme une onde ou comme des corpuscules. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nécessairement, si je crée une idée comme cela, out of nowhere, je vais créer la réalité. Donc, en fait, on s'est un petit peu fourvoyé dans une interprétation assez large des expérimentations de la physique quantique en disant, ben, regardez, l'observateur influence le système qu'il observe. Oui, c'est vrai, mais de là à dire on est capable de créer la réalité, il y a un pas que certains n'hésitent pas à franchir. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et on pourrait même revenir sur l'expérience du chat Schrödinger, où
tant qu'on n'a pas, donc je vais l'expliquer très rapidement, on met un chat dans une boîte, et tant qu'on n'a pas ouvert cette boîte, on ne sait pas s'il est vivant ou il est mort. C'est un peu plus compliqué que bah ça, voilà, mais je résume, je c'est le vulgarise. paradoxe du Voilà. chat de Schrödinger, effectivement. Oui. Donc, il n'y a pas d'état réel, en fait, du chat. Il y a une observation qui va créer le réel. Mhm. Ce que dit la critique donc, de cette expérience, c'est qu'en fait, le réel existe déjà. C'est juste qu'il n'est pas encore observé. Et en fait, la physique quantique est très intéressante pour nous aider à créer des éléments pour aller mesurer cette réalité. Mais la réalité, elle existe déjà. En fait, si vous voulez, la conscience ne va pas créer une réalité. La conscience, la réalité existe déjà, et la conscience va être une réception de cette réalité. Voilà. Alors, il faut un petit peu nuancer. J'espère que tout le monde a suivi, qu'on n'a pas perdu trop de monde en route. Non, on va essayer d'être vulgarisé, d'être simple. Alors, quand vous dites que la réalité, elle existe déjà, ça, c'est justement une des grandes révolutions de la physique quantique. Et ça, ce n'est pas une interprétation de ma part, c'est vraiment un des grands bouleversements qu'a apporté en termes de paradigme la physique quantique, c'est que en réalité, on s'est rendu compte que la réalité est probabiliste. C'est-à-dire que donc la réalité n'existe pas déjà avant qu'on l'ait observée. La réalité existe de manière multiple. C'est-à-dire que, et ce paradoxe du chat de Schrödinger, et c'est pour ça qu'il faut bien nuancer, c'est qu'en réalité, ce chat est enfermé dans une boîte, mais aussi avec une fiole de poison mortel, et cette fiole de poison mortel va être brisée ou non en fonction de la probabilité de désintégration d'un atome radioactif. Et donc là, on a une chance sur deux que l'atome se désintègre ou qu'il ne se désintègre pas. Et s'il se désintègre, il y a un mécanisme qui fait qu'on brise la fiole de poison mortel et le chat va mourir, évidemment, puisqu'il est enfermé dans la boîte. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quel moment l'atome radioactif va se désintégrer et s'il va se désintégrer. Et en physique quantique, ce qu'on dit, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que, en réalité, l'atome est à la fois désintégré et non désintégré. Et on ne peut pas le savoir, c'est-à-dire tant qu'on ne fait pas la mesure, le système est dans tous ses états. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, on dit « Oh là là, j'étais dans tous mes états quand j'ai appris cela ». Mais en réalité, c'est ça. C'est que le réel, dans l'infiniment petit, existe dans tous les états possibles, chaque état étant relié à une probabilité de manifestation de cet état. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre en physique quantique, c'est que mon électron, par exemple, il peut être ici, ou là, ou encore plus loin, etc. Et chaque position et chaque vitesse de l'électron va être associée à une certaine probabilité de manifestation. Et on ne peut rien dire d'autre. Et c'est ça qui est mis sérieux dans la physique quantique. Et c'est sur ça que Philippe Guimand s'appuie en disant, en fait, notre futur... Tous les futurs existent déjà, mais ils ne sont pas encore déterminés. C'est-à-dire que chaque ligne de futur a une certaine probabilité de manifestation, et puis après, on ne sait pas, et comment est-ce qu'on va influencer une ligne plutôt que d'autres lignes. Mais justement, si on reprend l'idée de la réalité qui peut être multiple, oui. C'est des probabilités, les réalités, et que tout à coup, elle serait fixée par une croyance, par quelqu'un ou plusieurs personnes. Est-ce qu'à ce moment-là, elle ne serait pas fixe, elle deviendrait absolue, et ce serait celle-là qui arriverait? C'est ça la question. Donc est-ce qu'elle n'est pas, en fait, si vous voulez, la réalité, elle est malléable, hein, selon ce concept. Donc elle peut dépendre de la conscience. Oui, c'est ça qui est paradoxal. Et d'ailleurs, le psychanalyste Carl Gustav Jung, je le rappelle toujours parce que c'est intéressant, alors qu'il a travaillé toute sa vie sur l'inconscient collectif, les synchronicités, etc. Et d'ailleurs, dans la notion de synchronicité, il s'est dit, mais alors, il y a peut-être un lien
entre la réalité objective qui se manifeste à quelqu'un et ce qui se passe dans sa conscience, parce qu'en fait c'est ça une synchronicité, hein, c'est je suis en train de me poser une question et au moment où je me pose la question, il y a un événement dans le réel qui se manifeste et qui me donne la réponse à ma question. Hein, bon. Et Jung, pendant plus de 25 ans, a travaillé avec un prix Nobel de physique quantique qui était Wolfgang Pauli. Et ils ont travaillé pendant 25 ans ensemble pour essayer justement de relier la notion de conscience avec la notion de réel manifesté. Et ça a donné lieu d'ailleurs à des échanges. Moi, j'ai 2 gros bouquins qui reprennent tous les échanges qu'ils ont eus pendant 25 ans sous forme littéraire la plupart du temps. Mais de temps en temps, ils se rencontraient pour cela. Ok, ben alors c'est là où je vais en venir, c'est que finalement, Wolfgang Smith, dont je vous parlais plus tôt, lui, il va à l'opposé de ça. Il dit qu'en fait, la réalité, elle n'est pas malléable. En fait, elle est réelle, elle est objective, et elle est ordonnée hiérarchiquement. Et si vous voulez, c'est pas la conscience qui va créer la réalité, mais c'est plutôt qu'on va la capter. On va capter une réalité qui est déjà là, en fait. Et c'est toute la différence de pensée. Donc lui, ce qu'il dit, par exemple, quelqu'un comme Guillemant, je crache pas sur Guillemant. C'est vraiment, il faut voir ça comme une conception philosophique. Je ne dis pas non plus qu'il n'est pas calé dans son domaine, absolument pas. Je dis vraiment que là, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension et de la métaphysique. Et c'est justement la physique quantique, selon les pensées, on va dire, de Guillemant, on va réduire ça comme ça, c'est un justificatif scientifique d'un monde spirituel personnel. Or que, selon Wolfgang Smith, c'est juste une théorie utile, mais incomplète sans métaphysique. Si vous voulez, donc il y a une hiérarchie, si vous voulez, et là on peut revenir peut-être même à des émissions qu'on a fait sur le Kali Yuga, sur la réalité, la vérité primordiale en fait, l'unicité. Et donc il y a une hiérarchie, et donc on ne peut pas faire de la science et de la physique quantique une réalité, je veux dire, qui va être objectivable et qui va permettre de comprendre le monde en fait. Elle doit revenir à sa place. Et là on la met au-dessus de tout. C'est ça en fait. Alors je ne sais pas ce que vous avez à dire là-dessus, vous êtes d'accord, si vous avez des... Voilà. Bon, alors, vous me prenez un peu de cours parce que moi, je ne connais pas du tout ce scientifique auquel vous faites allusion. Donc, là, je suis un peu embarrassé pour réagir à cela. Alors, si ce que vous dites est fidèle à la pensée de ce monsieur, qui s'appelle comment encore ? Wolfgang Smith. Wolfgang Smith. Ouais. OK. Là où je le suis, et là où je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est que effectivement, la conscience ne crée pas la réalité. Ce que je dirais, si on veut être plus précis dans les termes, on pourrait dire la conscience va révéler la réalité ou va permettre la manifestation d'un état de la réalité. Et ça a l'air comme ça de jouer sur les mots, mais c'est pas du tout les choses. Donc, moi, je me suis toujours effectivement opposé à cette croyance qui dit la conscience crée le réel. Non, la conscience ne crée pas le réel. La conscience va sélectionner, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, un état potentiel d'une réalité multiple. Et d'ailleurs, en physique quantique, on appelle ça, on dit que la mesure, et qui est un immense mystère, hein, on dit, oh ouais, bah, la mesure, bah, il suffit de prendre son mètre. Oui, ben, en physique quantique, c'est pas du tout cela, évidemment. La mesure, c'est un débat philosophique qui a encore lieu aujourd'hui au sein de la communauté des scientifiques, qui dit, la mesure provoque un effondrement de la fonction d'onde de probabilité. Donc ça veut dire, tant qu'on n'a pas mesuré le réel, ou tant qu'on n'a pas mesuré un système, il va y avoir toute une série d'états potentiels, et chacun avec une probabilité. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et au moment où on fait la mesure, tous les états vont être réduits à 0 de probabilité, et un état va se manifester avec 100% de probabilité de manifestation. Et c'est comme ça qu'il faudrait comprendre la physique quantique. Là, vous touchez un point qui est hyper important sur la mesure. En fait, c'est pas anodin. C'est-à-dire que la manière dont on va mesurer va aussi influencer l'observation. En fait. Absolument.
Donc c'est pour ça Absolument. que c'est absolument philosophique, en fait, où tout le monde se dispute. C'est parce que, en fait, il y a peut-être là une infinité de manières de mesurer, qui va être une infinité de manières d'observer. Mhm. Mais ça ne changera pas, en fait, c'est ça la différence, ça ne changera pas le réel. Le réel, il est, en fait. Oui, le réel est, et il est indéfinissable en même temps. Oui, Voilà. Non, mais c'est ça. Mais je suis content que vous me challengiez sur ça, parce qu'effectivement, mes idées sont extrêmement claires sur le fait que notre monde, même s'il a l'air comme ça bien solide, bien rigide, je suis appuyé sur une table pour l'instant, donc la table ne va pas se dématérialiser à l'instant et se rematérialiser à l'autre bout de la pièce. Mais dans l'infiniment petit, c'est ça qui se passe. C'est que on peut faire 100 fois la mesure sur un même système, eh bien, on risque de ne pas nécessairement avoir 100 fois le même résultat, parce que c'est probabiliste. Et ça respecte tout à fait les calculs de la physique quantique. Et je vous trouve un petit peu sévère vis-à-vis de Philippe Guimand à ce niveau-là, parce que lorsqu'on écoute Philippe dans le détail, il dirait la même chose que moi. C'est-à-dire, alors c'est sûr que dans des émissions de vulgarisation publique, il est toujours obligé de faire des raccourcis pour que les gens comprennent que, oui, effectivement, la conscience peut avoir une influence sur notre futur. Mais en réalité, nous ne créons rien du tout. Nous ne faisons que permettre une manifestation parmi toutes les autres, et donc on a un effondrement de la fonction d'onde. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut la choisir quand même? C'est ça la question, parce que ce qu'on a l'impression, là, si on résume un peu ce qui a été dit, c'est qu'il y a plusieurs probabilités, il y a plusieurs réalités. On peut pas en inventer une ou en créer une. Mhm. Par contre, on peut en choisir une. Donc, on pourrait influencer, donc on pourrait de nouveau changer le futur, puisqu'on pourrait en choisir une, puisqu'elles existent toutes. On ne peut pas en inventer une qui n'existe pas, mais on peut en choisir une qui existe, donc on pourrait faire quelque chose. Alors, effectivement, et c'est ça qui demande d'élargir notre conception du réel, c'est-à-dire que, et ça c'était tout le travail de Jung et de Wolfgang Pauli dont je parlais à l'instant, mais aussi le travail d'un autre physicien quantique. Son nom m'échappe à l'instant, mais ça va me revenir. Et donc ce scientifique, le nom me revient, s'appelait David Bohm. Et David Bohm disait justement, si on veut effectivement comprendre les interactions entre le réel objectif et la conscience, on est obligé de concevoir un monde qui inclut à la fois la réalité physique et la réalité psychique. On ne peut plus séparer la conscience du monde dit objectivable. Et ça peut aller très loin, parce que, ça c'est pas David Bohm qui a dit cela, mais il y a d'autres philosophes des sciences et même d'autres scientifiques qui ont dit, mais alors, est-ce que le réel existe si on ne l'observe pas? Et ça, c'est une question qui a été réellement posée par des philosophes et qui a été posée par certains physiciens qui disent, mais allons jusqu'au bout alors. S'il n'y avait plus aucune conscience qui observe le monde, est-ce que le monde existerait quand même indépendamment de notre conscience? Et on n'a pas de réponse à ce niveau-là. Il manque quand même une chose. Donc vous avez dit, il y a le monde matériel, le monde psychique qui se confondent, mais il y a aussi le monde métaphysique. Oui. Donc vous voyez, donc du point de vue métaphysique, si on pense au penseur métaphysique, oui, il existe. Alors, moi, quand je parle de conscience, je parle de cela d'un point de vue spirituel, oui. C'est-à-dire ce qu'on nomme la conscience qui est indépendante du cerveau. Pour moi, la conscience n'est absolument pas liée au cerveau, ni à l'activité cérébrale. D'ailleurs, toutes les expériences de mort imminente, je viens de faire une émission avec un journaliste marocain, Rachid Achachi. C'est super, ces émissions, il faut aller les voir. Ah oui, il est merveilleux comme intervieweur et comme penseur, je dirais. Et on vient de faire une émission le mois dernier sur les expériences de mort imminente. Et ce qui est absolument frappant, c'est que les gens qui vivent une expérience de mort clinique disent qu'il y a une continuité de leur conscience alors qu'on a un électroencéphalogramme plat, un électrocardiogramme plat, et malgré tout, ils continuent à avoir cette conscience. Le cerveau n'étant finalement qu'un récepteur et un transcodeur de la conscience qui, elle, est indépendante du temps
et de l'espace. Et je pense que c'est ça. Donc, moi, je rejoins tout à fait le côté métaphysique, parce que pour moi, la conscience fait partie du monde métaphysique. Ce n'est pas ce qu'on appelle le psychisme qui, pour moi, est la traduction de cette conscience à travers la sensorialité et à travers le cerveau. En fait, oui, parce que dans le psychisme, on reste entre le monde immatériel et le monde matériel. C'est ça. Et j'aime bien de démontrer cet exemple par le rêve l'éjaculation nocturne, en fait. Sans toucher, on est capable d'arriver à cet état matériel, en fait. Donc on est vraiment dans la combinaison de deux, mais souvent on en oublie la partie qui est métaphysique. Oui. Et en fait, c'est tout ce que dit Wolfgang Smith, il dit la physique quantique, c'est très bien, parce qu'elle permet de mesurer, d'avoir des outils pour mesurer et observer, mais elle n'est pas suffisante en soi, en fait. Mm-hmm. Elle doit être hiérarchisée, par contre, j'arrive à le dire, et remise à sa place. Et une critique qu'il fait aussi aux physiciens quantiques, c'est quelle est la finalité spirituelle, en fait. Est-ce que c'est le développement personnel? Et là, ça reste problématique pour lui. Lui dit, en fait, ça doit être un outil pour la connaissance absolue. On n'y arrivera jamais, mais voilà, c'est un peu, c'est deux mondes différents. Donc, on le retrouve aussi on va dire, dans le mouvement de la dissidence, même si j'aime pas ce mot, mais on est vraiment dans quelque chose du développement personnel qui est une espèce de nouvelle religion, si vous voulez. Et ça me dérange un peu. Alors, je dis pas qu'il faut pas se développer personnellement, c'est pas du tout mon propos, mais c'est-à-dire qu'on doit penser en dehors de soi, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors, en même temps, je dirais que il ne faut pas nécessairement condamner les physiciens quantiques de l'utilisation qui est faite à des fins de développement personnel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, je ne le reproche pas. D'ailleurs, si c'est un outil, en fait. Vous en voilà. Faites ce que vous voulez. C'est même pas un outil. C'est vraiment une vision du monde. C'est un paradigme qui permet de mieux comprendre le réel tel qu'il se manifeste à nous. Point. Et la physique quantique ne va pas plus loin. Après, il y a des gens qui disent ah tiens, ça pourrait être intéressant pour voir. Alors là, on a la médecine quantique, on a la psychologie quantique, on a la danse quantique. Enfin, vous pouvez avoir la nourriture quantique à la limite. Le quantique est quelque chose qui est mis à toutes les sauces. Mais ça, je dirais. Vous savez, moi, ça fait 36 ans que je suis formateur professionnel et j'ai vu des modes à travers le temps, puisque, avant d'être formateur en 1989, moi-même, j'ai bénéficié d'un certain nombre de séminaires, de conférences en New Age ou en développement personnel, etc. Et il y a une époque où les formateurs ou les thérapeutes qui voulaient vendre leurs services devaient parler de médecine énergétique, de psychologie énergétique, de massage énergétique, etc. Et puis à un moment donné, tout ça est tombé en désuétude et on est passé à quelque chose, à une autre conception. Et puis maintenant, oui, c'était médecine globale, massage global, psychologie globale, etc. Et puis maintenant, c'est quantique. Voilà. Mais en fait, le contenu, quand on regarde avec le recul de l'histoire et avec le recul de l'expérience, je me rends compte que ce qui est vendu aujourd'hui comme médecine quantique était vendu il y a 15 ans comme médecine globale et était vendu il y a 30 ans comme médecine énergétique. Donc en fait, c'est exactement le même contenu, mais avec un emballage qui est vendeur aujourd'hui, qui est le quantique. Okay, et peut-être que dans 10 ans, ce ne sera plus le quantique, ce sera, je ne sais pas, je sais pas quelle sera la prochaine mode, mais on pourrait lancer une nouvelle mode. Quoi. Serait pas mal. Mais j'ai entendu des gens dire « Ah, mais moi je fais des massages quantiques ». Mais attends, en quoi est-ce qu'il est quantique ton massage? Explique-moi là. Ce sont des gens en plus qui n'ont aucune espèce d'idée de ce que c'est réellement la physique quantique. Ils ont une image très idéalisée de la physique quantique. Et pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, je peux dire que la physique quantique, c'est uniquement de la mathématique. C'est que des maths. On bouffe des maths du matin jusqu'au soir, parce qu'en réalité, seules les mathématiques peuvent rendre compte de ce modèle qui a été élaboré à partir de 1900, parce que c'est un modèle en même temps qui décrit un monde qui est absolument inconcevable pour notre cerveau, qui lui est enfermé dans un monde à 3 dimensions avec un temps qui s'écoule du passé vers le futur. Or, en physique quantique, il y a même des expériences qui démontrent aujourd'hui que le temps peut s'inverser.
C'est-à-dire qu'on va du futur vers le passé. Comment expliquer ça? Comment expliquer qu'un électron se trouve à gauche, à droite, en haut, en bas, en même temps, avec des probabilités différentes? C'est inconcevable. Oui, c'est l'éternel présent, on pourrait dire ça. Oui. Mais là, de nouveau, on rentre dans des considérations qui sont métaphysiques. Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'on a besoin de mathématiques, parce que c'est la seule façon de faire la physique quantique. C'est les maths. Oui, d'accord. Et voilà. Donc, je suis complètement d'accord, mais il ne faut pas accuser les physiciens quantiques de cela. C'est simplement une récupération marketing. Hein, moi, je le dis très clairement. C'est une récupération marketing où ce qui était énergétique il y a 30 ans et global il y a 15 ans est devenu quantique. Voilà. Ok, tout à fait. Bah, écoutez, c'est super. Maintenant, pour en revenir justement à cette pensée, vous, un peu dans la manière dont vous développez, où vous aidez les gens à se développer, où vous placez la science en fait? Est-ce que j'aimerais un peu savoir la manière dont vous hiérarchisez, si vous hiérarchisez d'ailleurs, parce que comme vous l'avez expliqué, Kermorant parlait de pluridisciplinarité, enfin, si j'arrive à bien le dire. Mais alors vous, quels sont si vous devez développer quelqu'un doit se développer, comment doit-il le faire? Qu'est-ce qu'il doit hiérarchiser? Je dirais qu'effectivement, ce qui est au cœur des démarches que je propose à travers mes formations en ligne aux gens qui sont intéressés de suivre ces démarches, ce qui est au cœur de toutes ces démarches, et il y en a 4 principales, c'est la conscience. Donc pour moi, quelle que soit la porte d'entrée, à un moment donné, ce qui va être au cœur, c'est ce que j'appelle moi la conscience. Alors, par exemple, j'ai une académie qui s'appelle l'Académie de la santé intégrale. Eh bien, tout le travail de l'académie consiste à présenter un certain nombre d'approches qui me paraissent respecter les lois du vivant, qui me paraissent rendre compte de façon plus fidèle à la manière dont le corps... Alors, évidemment, je dois même définir le corps, parce que pour moi, définir le corps indépendamment de la conscience, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que j'ai inventé même un mot qui s'appelle psoma, qui est la contraction de psychisme et soma, parce que pour moi, je dirais le côté psychique est le revers d'une médaille dont l'avers est le corps. D'ailleurs, on le voit très bien dans les travaux de psychomorphologie, par exemple, hein, ou la morphopsychologie plutôt. On se rend compte qu'on est capable de deviner la psychologie de quelqu'un et le caractère de quelqu'un simplement en regardant sa photo, en regardant la manière dont son visage, les traits de son visage, la corpulence de son corps, etc. Et je suis toujours impressionné. Je n'ai aucune connaissance en morphopsychologie, mais je suis toujours impressionné quand je vois des morphopsychologues faire ce travail juste sur base d'une photo et de pouvoir dire avec grande précision tout le caractère de la personne. Ce qui est bien la preuve pour moi, et il y a plein d'autres preuves, hein, toute la médecine psychosomatique, le corps est le reflet du psychisme, mais le psychisme est le reflet du corps. Donc en fait, on ne peut plus les séparer. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir garder un équilibre au fil de mon existence? C'est la conscience que je vais mettre dans tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, donc la conscience de mes ressentis, mais c'est aussi la conscience de mes états émotionnels et aussi la conscience de mes états spirituels, de mes nuits noires de l'âme, pour citer Saint Jean de la Croix, etc., etc. Et je dirais, dans toutes les démarches, que ce soit la démarche aussi des relations authentiques, eh bien, pour moi, le cœur de relations respectueuses et authentiques, c'est est-ce que je suis conscient ici et maintenant de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je pense et de ce que je ressens pendant que je suis en relation avec l'autre. Okay. Donc, en fait, c'est le connaître toi-même. Oui, c'est le connais-toi toi-même. Et d'ailleurs, après mes études de physique, j'ai refait des études en philosophie. Et une des figures qui m'a le plus touché, c'est la figure de Socrate, oui, qui reprenait cet écrit qui était sur le fronton du temple de Delphes. Oui. Hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je suis un outsider même dans le monde du développement personnel. Et d'ailleurs, je déteste ce terme. Moi, je dis que ce que je fais, c'est de la croissance individuelle parce que je suis très fidèle à la démarche de Jung, qui lui disait, voilà, notre travail en tant qu'être humain,
c'est finalement de réaliser à l'intérieur de nous, petit à petit, l'unité, ce qu'il appelait le processus d'individuation, c'est-à-dire de devenir de plus en plus indivisé. Mais pour devenir indivisé, il va falloir que je rapatrie toutes mes zones d'ombre, tous mes défauts, toutes mes ombres, toutes mes blessures, etc., à l'intérieur d'un noyau conscient, et où chaque élément de moi, y compris les éléments ombres, vont trouver une place. Oui, et c'est là où vous parliez plutôt je ne sais pas si c'était en off ou on en a parlé, mais de ce souverainisme, en fait. Ça commence là, en fait. Oui. Et c'est peut-être ça, en fait, ce qui se passe dans nos milieux, on va dire, si je puis dire ça, c'est que les gens n'ont pas fait ce travail. Et donc, ils déchargent des haines, des rancœurs, des choses qui se sont passées, qui les amènent dans des voies de garage ou des mauvaises voies, en fait. C'est qu'ils n'ont pas fait ce travail de se connaître soi-même. Je pense que c'est une des clés de la compréhension de ce qui se passe, en fait. Vous avez entièrement raison de dire que dans la dissidence et dans la résistance, ce qui a manqué le plus, je dirais, aussi bien parmi les lanceurs d'alerte que parmi le public qui a suivi ces lanceurs d'alerte, c'était ce travail de conscience de soi, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, et ça je l'ai vu très très clairement au Québec, il y a eu énormément de dissensions et de conflits entre les différents lanceurs d'alerte. Bon, je pense qu'ici en Europe... Oui, c'est pas seulement au Québec. C'est ça. Hein. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, pendant ce temps-là, les gens qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial et le totalitarisme applaudissent. Et ils se frottent les mains en disant allez-y, tapez-vous sur la gueule, quoi. Hein. Et je dirais que ce qui fait la grande différence, c'est est-ce que j'ai fait un minimum de travail de conscience pour justement être capable d'avoir une action dans le monde qui ne soit pas une action inefficace ou même contre-productive ou qui va même renforcer ce contre quoi on lutte. Et c'est pour ça que, je dirais, être lanceur d'alerte ou être résistant, ça va toujours nécessiter d'avoir deux pôles qui se complètent l'un l'autre en permanence. C'est d'une part le pôle de conscience de toutes les ombres que je porte à l'intérieur de moi et de me rendre compte que finalement les ombres que je vois dans le monde extérieur trouvent une résonance avec les ombres qui se trouvent à l'intérieur de moi. Mais en même temps, le fait que j'agis dans le réel, dans le monde, ça va me transformer aussi et ça va me permettre d'évoluer en conscience. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu depuis février 2020. Toutes les baffes que j'ai reçues dans la figure de la part des médias mainstream, toutes les émissions de télévision qui ont été faites contre moi pour me discréditer, etc. Qu'est-ce que ça m'a fait grandir en termes de conscience et en termes de connaissance de moi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'a renforcé sur le plan spirituel finalement, et grâce à cela, je me sens beaucoup plus épanoui spirituellement aujourd'hui que je ne l'étais il y a 5 ans, alors qu'on pourrait croire que je suis de plus en plus démoli parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont dit des horreurs à mon propos. Il suffit d'aller lire ma page Wikipédia pour s'en convaincre. On se met à aller sur Conspiracy Watch, c'est beaucoup mieux, je trouve. Oui, et Conspiracy Watch. Beaucoup plus intéressant. Mais en réalité, ces gens m'ont fait grandir. Tous ces gens qui m'ont... Mais ça, c'est parce que j'avais déjà... Vous avez fait le travail, en fait. J'avais déjà fait un travail bien avant, oui, ce qui fait que c'est là où je me suis rendu compte que toutes les oppositions que j'ai rencontrées ont été l'occasion pour moi de clarifier encore davantage ma pensée, clarifier mon action, de me dire est-ce que vraiment cette action-là est utile ou est-ce que je vais orienter mon action de sorte à toujours être le plus utile possible pour la population. Voilà. Alors ça, c'est super intéressant ce que vous dites, parce que justement, comment on peut encore être utile ? Puisqu'on a l'impression en fait qu'on est dans une redite, que, on va dire, les émissions, les interviews sont à peu près tout le temps les mêmes, qu'on n'avance pas vraiment, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'émission que vous faites avec Rachid Achachi, où là on rentre dans le fond des sujets profonds, oui. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui manque, et aussi, on va le dire, une fainéantise de la part des gens, puisque il n'y a pas vraiment une volonté de vouloir se remettre en question, en fait. Et là, on rentre même dans ce qu'on appelle le conspirationniste, parce qu'en fait, il devient paranoïaque, c'est-à-dire que tout le monde est
est contre lui et à l'attaque, et même à l'intérieur même des gens avec qui normalement il est censé avoir noué des liens, ça commence à créer des guéguerres où en fait il essaie de m'avoir. Voilà, on rentre vraiment dans un état de paranoïa complet. Donc, si vous voulez, on peut rigoler du terme conspirationniste qui a été, on sait très bien, inventé par la CIA, etc. Mais il y a quelque chose de vrai derrière en fait. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous avez des outils, des choses que vous pouvez nous livrer pour échapper à ça en fait? Oui, bon, je dirais des outils, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, Des pistes de réflexion, s'il vous plaît. oui. Mais en fait, moi, depuis 2020, de façon régulière, je remets en question ma propre action. Et pendant tout un temps, j'ai senti que ce qui était important, c'était d'informer les gens. Bon, et donc là, j'ai fait ce travail. Et puis, il y a eu de plus en plus de lanceurs d'alerte. Il y avait eu de plus en plus de médecins aussi, des scientifiques qui se sont mouillés. Et finalement, je me suis dit, finalement, ils le font même mieux que ce que je pourrais le faire. Donc, mon rôle n'est plus d'informer, puisqu'il y a des gens qui ont une parole bien plus crédible que la mienne dans le domaine strictement scientifique, médical, etc. Donc, en quoi est-ce que je pourrais être encore utile ? Et là, j'ai interrogé tout simplement ma communauté. Et je leur ai dit, mais de quoi avez-vous besoin ? Et ce qu'ils m'ont répondu massivement, parce que j'ai fait des sondages auprès de 70 000 personnes, qui étaient à peu près les gens qui me suivaient dans ma chaîne privée. Et j'ai quand même eu 17 000 réponses. Parmi ces 17 000 personnes, la réponse première qui est venue, c'était « on a besoin de soutien ». Ça, c'était 1. Et 2, on a besoin de retrouver des liens sociaux vibrants, d'entraide, de coopération, qui nous permettent de ne plus nous sentir seuls parce que j'ai été expulsé de mon milieu familial, il n'y a plus personne dans ma famille qui me parle, etc. etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé un site qui s'appelait Solidarita. Bon, pour l'instant, on l'a mis en pause parce qu'il y a des problèmes informatiques, mais ça va revenir. Solidarita, c'était un site de rencontre entre gens qui pensaient autrement. Je n'osais pas dire entre complotistes, mais c'était ça, quoi. C'était un site de rencontre, c'est-à-dire, c'était pas un site où les gens devaient passer beaucoup de temps, c'était juste, je vais sur Solidarita, je cherche dans un rayon de 20 km les gens qui sont inscrits sur ce site et je prends contact avec eux pour qu'on crée ensemble des réseaux d'entraide, de solidarité, de collaboration entre nous, mais sur le plan local, très concret. Et l'autre chose que j'ai fait, et maintenant ça fait pratiquement 2 ans que j'ai orienté mon action dans ce sens-là, c'est de donner aux gens toute une série de conseils très concrets pour, comme je le dis, tenir à travers le chaos. C'est-à-dire comment tenir debout, comment rester debout dans un monde qui est en train de s'effondrer. Et pour faire cela, je renvoie les gens de plus en plus vers leur intériorité. Je leur dis, mais finalement, vous savez, quand il y a un chaos extérieur, les seuls points de repère que vous pourrez encore trouver, ce sont les points de repère à l'intérieur de vous. Donc, allez réinterroger, réévaluer vos propres valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important dans vos vies, finalement ? Et accrochez-vous à ça. Donc, ne vous accrochez pas, surtout pas, à des sauveurs extérieurs, qu'ils s'appellent Trump, Poutine, n'importe qui d'autre, même Crève-Cœur, on s'en fout. Le salut ne viendra pas de l'extérieur. Le salut, il viendra de votre capacité à vous réancrer, c'est vraiment un ancrage à vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie et pourquoi est-ce que vous êtes prêt encore à vous battre ? Qu'est-ce que vous êtes prêt encore à défendre ? Peut-être même au prix de risques à prendre éventuellement, mais de toute façon, on n'a plus le choix là. C'est un combat de vie ou de mort qui est en train de s'opérer. Et peut-être que le pire scénario qui pourrait arriver, ce serait la mort de l'âme, ce serait la mort de la conscience. C'est le transhumanisme en fait. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis aux gens, et je suis peut-être quelqu'un qui n'a pas l'air très positif, mais je répète régulièrement aux gens qui me suivent,
Je ne sais pas si on a gagné ou on a perdu. Moi, je m'en fous à la limite. Et probablement qu'on va perdre sur le terrain du monde matériel. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est la souveraineté intérieure et c'est la souveraineté des petits groupes locaux qui pourront éventuellement passer à travers le chaos et survivre le temps que le totalitarisme s'effondre, parce qu'il finira par s'effondrer de lui-même, mais entre-temps, il va falloir qu'on s'organise De toute entre façon, nous, quoi. même si vous avez raison, il va finir par s'effondrer parce que c'est intenable. La question c'est quand, mais surtout même s'il s'effondre, faut être préparé à l'effondrement. C'est ça. C'est pas simple un effondrement. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, entre autres, au Québec, je faisais partie d'un village où on a mis en place une initiative de monnaie locale. Oui. Parce que j'ai des amis argentins qui m'ont expliqué que lorsqu'il y a eu des énormes dévaluations, il y a eu des énormes inflations aussi, etc., où du jour au lendemain, un billet de 1000 pesos n'en vaut plus que 10, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Où le prix du pain est multiplié par 50 du jour au lendemain, eh bien, les Argentins ont survécu. Et je pense que c'est la même chose pour la Grèce à l'époque de la crise financière de la Grèce. C'est que les gens se sont organisés avec un réseau parallèle de monnaie locale qui permettait les échanges entre les individus indépendamment de ce qui se passait sur le plan national. Ça, c'est un élément. J'encourage de plus en plus les gens à cultiver, d'ailleurs ce sera l'objet de notre prochaine émission de Libérer l'info, fin du mois de juin. Je ne sais pas quand cette émission va paraître, mais bon, en tout cas, elle est en replay si vous l'entendez après le 26 juin, mais on va consacrer notre émission à comment est-ce qu'on cultive nos légumes quand on est dans un appartement à Paris et qu'on n'a pas de balcon. Alors les solutions existent, elles ne sont pas très coûteuses et il est possible d'avoir une culture permanente en aquaponie ou en hydroponie. Ce sont deux nuances différentes et on peut effectivement avoir une résilience alimentaire au moment où le chaos risque de s'installer. Et ce qui s'est passé en Espagne et au Portugal il y a quelques semaines de cela, où il y a eu une coupure totale d'électricité, ça, pour moi, c'est une excellente nouvelle, parce que ça démontre que le tout numérique, c'est quelque chose qu'il faudrait fuir au maximum. Et j'espère que de plus en plus de gens dans la population se rendent compte que, à force de tout numériser, à force de tout dématérialiser, c'est là où nous n'aurions plus aucun pouvoir et aucune souveraineté. Et j'ai fait ce lien un jour où je me suis dit, c'était il y a un an de cela, en relisant un passage d'un livre de Jacques Attali qui disait le but ultime, c'est la dématérialisation du monde à 100%. Et quand le monde est dématérialisé, les individus n'ont plus aucun pouvoir. Effectivement, si j'ai même plus un papier qui prouve que je suis Jean-Jacques Rêvecoeur, c'est-à-dire un extrait d'acte de naissance, par exemple, parce que tout a été numérisé, eh bien, on peut m'effacer du jour au lendemain. La véritable cancel culture. Exactement. Ouais, dans le film d'anticipation, là, mais ça ressemble à ça, et ça arrive, hein, effectivement. Parce qu'on parle du chaos et d'un système qui risque de s'effondrer, il y a aussi un autre scénario qui est pour moi encore plus flippant, c'est ce long pourrissement. Ça peut traîner encore hyper longtemps, cette histoire. Oui. Donc, je vous renvoie à la lecture de Pax Dystopia, il y a tout à l'intérieur. Voilà. Donc c'est vraiment... En fait, c'est ça qui me fait le plus peur, moi, c'est ce long pourrissement. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est celui qui, pour l'instant, se profile. Parce que comme je le disais au départ, effectivement, on est en train de chuter et on voit très bien que rien ne va plus, mais ça dure, et ça tire. Et en fait, ceux qui dirigent ça veulent vraiment une chute contrôlée avec le truc qui arrive derrière, qui veulent tout contrôler. Et c'est ça qui est assez inquiétant en réalité. Et c'est ça qui est en train d'arriver, concrètement pour le moment. Ça peut encore changer. Et c'est vrai qu'il y a des pistes et il y a des choses qui se passent en parallèle, heureusement. Mais on est quand même dans ce scénario-là. Ce truc, on change de monde sans vraiment se rendre compte. Et le jour où on est vraiment dans l'autre monde, c'est trop tard. Oui. C'est le pire scénario finalement. Oui. Mieux vaut une guerre ou je ne sais quoi. C'est terrible. Hein. Mm-hmm. Mais après, tu as aussi la possibilité du signe noir, de l'élément signe noir qui est prévu par personne. Une tempête solaire et tout ton numérique il est foutu en l'air. Voilà, donc il y a aussi des signes
du conscient collectif qui peut dire maman c'est bon, on arrête le jeu. En fait, il faut aussi ne pas mettre sur un piédestal. Ce ne sont pas des dieux en fait, ceux qui les psychopathes milliardaires comme Jean-Jacques les appelle. Je veux dire, ils ne maîtrisent pas tout en fait. Ils maîtrisent pas mal de choses. Ils ont des leviers. On parlait d'ingénierie sociale, effectivement, de soft power, de tout ce que vous voulez, mais ils ne maîtrisent pas tout non plus. C'est de nouveau une question d'équilibre. Et tout ce qu'on a parlé, le secret dans l'équilibre, si on y arrive, comment le corps et la conscience. Mais en fait, ces gens-là, il ne faut ni les sous-estimer ni les surestimer. Mais il faut quand même les prendre en compte. Vraiment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, et je dirais que eux jouent leur partition et jouent leur scénario. À nous de jouer notre propre scénario. Et pour ça, je suis très inspiré par ma femme qui essaye de récupérer toute une série de vieilles machines à coudre, mais qui fonctionnent sans électricité. Parce que si tout s'effondre et si on n'a plus d'électricité, ben, comment on fait ? Je suis quand même très étonné de constater, au Québec, c'est très avancé. Le problème, c'est qu'au Québec, on a énormément d'hydroélectricité, avec les barrages qui se trouvent dans le nord du Québec, ce qui fait que l'électricité coûte infiniment moins cher qu'en Europe, mais du coup, ça apporte comme désavantage que toutes nos maisons sont électriques à 100%. Oui. C'est-à-dire l'éclairage, le chauffage est électrique à 100% et l'eau est électrique aussi, puisque à la campagne, bon, sauf quand on est en ville, mais quand on est à la campagne, chacun a creusé son puits à 100, 120, 140 mètres de profondeur. Et donc, quand il y a une panne d'électricité, on n'a pas d'eau. Et on n'est pas capable non plus de conserver les aliments, puisqu'on dépend d'un frigo, de congélateur, et on n'est pas capable de les cuire. Ouais. Et c'est là où il faut réfléchir aussi en termes de résilience. Je ne suis pas survivaliste, mais j'ai quand même ma réserve de graines à germer, par exemple. Parce que les graines germées, 1 kilo de graines germées, moi, je peux y aller, je peux déjà me nourrir pendant plus d'1 mois. Rien qu'avec 1 kilo de graines germées, parce que je les fais pousser, et c'est très bon pour la santé en plus, et ça me demande très peu de choses. Mais quand je vois qu'au Québec, pour des raisons soi-disant de lutte contre le réchauffement climatique, les poêles à bois maintenant sont interdits, je dirais, là, faut y aller, en fait. Il faut désobéir. Il faut absolument désobéir. Et depuis 2020, j'appelle les gens régulièrement à la désobéissance civile non violente. Je suis objecteur de conscience. À l'âge de 19 ans, je me suis déclaré objecteur de conscience. J'ai refusé de faire mon service militaire à une époque où on était encore obligé de faire son service, ici en Belgique. Eh bien, dans les formations que j'ai suivies en tant qu'objecteur de conscience, puisqu'on nous payait quelques formations, c'était optionnel, mais si on voulait y participer, on ne payait rien. Et j'ai suivi une formation en résistance et en désobéissance civile non violente, qui pour moi m'a éclairé sur énormément de choses, de la fragilité dans laquelle une population se trouve. Parce que quand on confie à des militaires de carrière la défense d'un pays, dans un scénario de guerre, ben ça veut dire que les citoyens n'ont aucune formation, aucun entraînement pour freiner l'avancée de l'ennemi. Bon, dans une guerre conventionnelle, parce que bon, maintenant avec les missiles et avec les drones, etc., ça devient beaucoup plus difficile. Mais c'est quand même intéressant aussi de voir que, de nouveau, je reviens au Canada, les armes à feu sont de plus en plus contrôlées. Et alors, moi, en tant qu'objecteur de conscience, je n'ai pas le droit de porter des armes à feu. Ça, c'est un des engagements que j'ai pris. Mais je suis en train de le remettre en question à ce niveau-là, parce que je me dis que des armes à feu, un fusil de chasse, par exemple, ça peut être très utile quand il y a des drones qui vont venir nous surveiller ou nous attaquer. Tout à fait. Parce qu'on voit aujourd'hui que les guerres de nouvelle génération sont des guerres qui se font avec des drones qui coûtent rien et qui peuvent démolir un char qui vaut 10 millions de dollars avec un drone qui coûte quelques centaines d'euros, quoi. Donc, je dirais, même avoir un fusil de chasse, ça fait partie, à mon avis, des choses dont on aura besoin à un moment donné
pour se nourrir, pour se défendre contre des drones. Je ne dis pas pour tuer des gens, mais pour au moins abattre des drones. Enfin voilà. Ça peut être aussi dissuasif, disons, d'avoir un fusil. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais je réfléchis vraiment et je me dis, si nous avions tous désobéi en 2020 au moment où on nous a dit il faut vous confiner, mais rassurez-vous, ça va juste durer 15 jours. Et ça, je le savais que ça allait durer bien plus que 15 jours, mais ça, c'est la stratégie du pas à pas, Oui, qui est une stratégie bien connue en ingénierie sociale. De 15 jours en 15 jours, on a prolongé le confinement. Et finalement, en Argentine, de nouveau, je fais allusion à l'Argentine, ils ont été confinés pendant 7 mois. C'est quand même extraordinaire. C'est beaucoup plus qu'au Canada ou en Europe. 7 mois qu'ils n'ont pas pu bouger d'une province à l'autre. C'est complètement fou. Quand on y repense, c'est complètement fou, en effet. Et c'est là où on voit la puissance, en fait, de l'insémination d'idées à travers les médias, par exemple. Parce que c'est ça qu'en fait, si moi, donnez-moi les médias, donnez-moi l'armée et les banques, le monde change, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Mais en parlant de changer le monde, vous parlez d'armes de nouvelle génération. Quel regard vous portez sur les nouvelles générations, ceux qui arrivent? Est-ce que vous avez espoir sur eux? Est-ce que vous avez quand même 64 ans. Mais oui. on est de la marche, si on prend Edgar Morin, vous avez encore du travail, ça va? Oui, j'ai encore 40 ans devant moi, justement, au moins. Quoi. Au minimum, donc ça va. On vous le souhaite, si vous le voulez. Ouais. Mais vous pensez qu'il y a un espoir de ce côté-là, des jeunes, je sais pas, qui sont dans la vingtaine, là, vraiment les nouvelles générations qui arrivent, vous les voyez comment? Est-ce que vous sentez quelque chose là, ou ça vous paraît aussi compromis pour l'avenir? Comment vous voyez ça? Alors, mon constat, il est mitigé dans le sens où je sais que dans de nouveau les manœuvres d'ingénierie sociale, on a agi, on a œuvré pour crétiniser de plus en plus les jeunes générations. Donc, il est clair pour moi que la qualité de l'enseignement a été dans un sens où on s'est organisé pour que la maîtrise de la langue soit de plus en plus faible. Or, quand on y pense, et ça c'est un thème très couramment discuté en philosophie, moins on maîtrise une langue, moins on est capable de formuler une pensée originale et une pensée souveraine ou une pensée critique. Ce n'est pas par hasard, je dirais, que la langue française ou la langue anglaise ou n'importe quelle langue se sont appauvries à ce point que, effectivement, les jeunes générations sont de moins en moins capables de simplement formuler une phrase correcte avec sujet, verbe, complément. C'est vraiment le b à bas. Et ce qui est pernicieux, c'est que moi, quand j'ai passé des examens à l'université, on me demandait d'élaborer mes réponses et de présenter mes réponses oralement. Là, maintenant, les examens à l'université, ce sont des questionnaires à choix multiples. C'est-à-dire qu'on ne doit plus élaborer quoi que ce soit. On met juste des croix dans des cases. C'est tout. Donc ça, ce serait plutôt quelque chose qui me rendrait pessimiste. En même temps, je me rends compte que malgré tout cela, je rencontre régulièrement des jeunes de 20, 25 ans qui sont exceptionnellement éveillés, exceptionnellement capables de formuler une pensée critique, articulée, sensée, et qui parfois me donnent des leçons. Et je suis tellement heureux de voir que la relève, elle est assurée. Et en plus, ces jeunes-là ont un auditoire, une audience que je rejoins très peu. Quand je regarde sur Facebook, la moyenne d'âge des gens qui me suivent, c'est entre 55 et 85 ans. C'est pas les jeunes entre 15 et 25 ans ou même 35 ans. Donc je suis très heureux de voir que malgré tout, il y a des jeunes qui sont là, et parfois il suffit d'un jeune pour renverser ou pour remobiliser toute une partie de la population. Mais c'est sûr que dans les manifestations à Montréal et ailleurs au Québec, on voyait essentiellement des têtes blanches, c'est-à-dire des gens de plus de 50 ans, des gens qui avaient connu le monde libre. Qui n'étaient pas nés dans le numérique, le tout numérique. Exactement. Okay. Et concernant le futur plus immédiat, vous préparez un nouveau livre? Alors oui, ça résulte aussi de la question que je me pose en permanence, c'est comment je peux être le plus utile. C'est toujours la même question. Et la réponse qui, pour moi, est de plus en plus évidente, c'est de me remettre à l'écriture.
j'ai déjà écrit une dizaine de livres entre 1993 et 2004. Donc, sur 11 ans, j'ai écrit 10 livres et j'ai participé à quelques livres collectifs. Et puis, depuis 2004, bon, j'ai écrit des millions de caractères, mais je n'ai plus écrit de livres. Et là, je suis en train de m'y remettre parce que, pour moi, le livre est encore peut-être un des espaces le moins facilement censurable, surtout les livres papier. Donc, je vais promouvoir le livre papier. J'étais à Paris avant-hier et j'ai été saluer Pierre Jovanovic, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et j'ai quasiment tous ses livres et j'ai une immense bibliothèque. Et je me dis, en numérique, on peut effacer beaucoup de données, mais un livre papier, ça reste un élément très subversif. C'est pas pour rien que les nazis ont brûlé des millions de livres. Et c'est pas seulement dans l'Allemagne nazie. Il y a eu d'autres pays où on a vu qu'effectivement les livres étaient brûlés. Oui, c'est ça, dans les pays communistes. Donc, je me remets à l'écriture, d'une part, et d'autre part, grâce à l'intelligence artificielle, toute mon équipe est en train de se former à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour petit à petit créer des dessins animés qui vont me coûter beaucoup moins cher que si je devais faire appel à une grosse production avec toute une série de personnes qui interviennent, etc. Et les choses avancent extrêmement vite. Et je me dis que faire des petits dessins animés humoristiques, agréables à regarder, etc., et qui en même temps font réfléchir les gens et commencent à les réinformer ou à les rééduquer, parce qu'en fait, c'est ça que nous allons devoir faire. Nous allons devoir rééduquer les jeunes générations pour leur redonner le goût de la langue, déjà, redonner le goût de la lecture, redonner le goût de la pensée critique. Et ça, c'est ce qui m'attend dans les 40 prochaines années. Ah bah, écoutez, ça me paraît être un futur quand même très agréable. Tout à fait. Et très pertinent pour l'avenir du monde. Hein. Et tout le monde peut y participer à cet avenir d'ailleurs, notant quand même une conscience collective intéressante, puisqu'apparemment on peut quand même, à défaut de la créer, on peut peut-être choisir une réalité. Donc choisissons la bonne. Oui. Donc Jean-Jacques Crèvecoeur vous remercie d'être passé nous voir. Avec grand plaisir, mais merci pour l'invitation en tout cas. Avec grand plaisir également. Et nous, on se retrouve peut-être pour un nouveau numéro du Monde d'à peu près, parce que c'est le dernier de la saison. Et on n'est pas sûr qu'on en fera d'autres, donc on vous tient au courant. Vous pouvez nous suivre quand même, on a peut-être d'autres choses qui arrivent. Donc soyez au rendez-vous, on espère vous revoir bientôt. Et en attendant, portez-vous bien, essayez de créer une belle réalité. À la prochaine fois, merci. Merci.